council meeting. The City of Montreal held a council meeting to hear public and community input on the modification of economical, urban, and housing regulations. They addressed many concerns, including the preservation of green spaces, the improvement of parks and playgrounds, and spaces dedicated to the unhoused. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu à l'invitation de la Commission sur le développement économique, urbain et de l'habitation et d'être avec nous en présence ou à distance grâce à la web diffusion. Nous sommes réunis en assemblée publique pour étudier les modifications proposées au règlement P-17-055, le règlement relatif à la cession pour fin d'établissement, de maintien et d'amélioration de parcs, de terrains de jeu et de préservation d'espaces naturels sur le territoire de la Ville de Montréal. Je me présente, je suis Julien Nouratel, conseiller de ville de Tétroville dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et j'agirai aujourd'hui comme président d'assemblée. J'invite maintenant mes collègues membres de la commission à se présenter à tour de rôle. Bonjour, Marc-Claude Barry, conseillère d'arrondissement du district de Pointe-aux-Trembles. Bonjour, Angela Gentili, conseillère de ville de Saint-Léonard. Bonjour, Kayla Monroe, conseillère d'arrondissement, district des marchés Crawford à Verdun. Merci. Bonjour, Michelle Flannery, conseillère d'arrondissement à La Chine. Et je vous prie d'excuser l'absence de M. Benoît Langevin, vice-président de la commission et conseiller à Pierrefonds-Roxborough, M. François Limoges, maire de Rosemont-la-Petite-Patrie, Mme Anne-Marie Sigouin, conseillère dans le Sud-Ouest, ainsi que Mme Josée Troilot, conseillère d'arrondissement à La Salle, qui sont également membres de cette commission. Nous allons maintenant passer à l'adoption de l'ordre du jour. L'Assemblée se déroulera comme suit. Tout d'abord, nous allons accueillir M. Robert Baudry, conseiller municipal dans Ville-Marie, qui s'adressera à nous à titre de responsable de l'urbanisme et de la participation citoyenne et de la démocratie au comité exécutif de la Ville de Montréal. Mme Caroline Lépine ainsi que M. Charles-Éden Godbout du service de l'urbanisme et de la mobilité nous présenteront ensuite les modifications proposées au règlement P-17-055. Après une pause, nous passerons à la période de questions et de commentaires du public, et je commencerai tout d'abord par les personnes présentes dans la salle. Puis, je lirai les questions et les commentaires reçus à travers le formulaire disponible sur la page web de la Commission. Ce formulaire va rester ouvert jusqu'à la pause. J'invite donc les personnes intéressées à l'utiliser pour soumettre une question ou un commentaire. Enfin, les membres de la Commission pourront prendre la parole si ils ou elles désirent le faire. Je demande donc aux membres de la Commission de proposer et d'appuyer l'ordre du jour tel que présenté. Je propose. Parfait, merci. Je vais appuyer. Parfait. Donc, Mme Kayla Monroe qui propose et Mme Angela Gentili qui appuie. Avant d'aller plus loin, nous devons procéder à l'adoption du procès-verbal de l'Assemblée publique tenue par la Commission le 8 septembre 2022. Je demande donc un proposeur et un appuyeur pour adopter le procès-verbal. Je propose. Merci. Parfait. Donc, Mme Marie-Claude Barry qui propose et Mme Michelle Flannery qui appuie. Alors, je vais maintenant souhaiter la bienvenue à M. Robert Baudry et lui céder la parole. Donc, comme je l'ai dit précédemment, M. Baudry, qui est conseiller dans Ville-Marie, est également membre du comité exécutif de la Ville de Montréal. M. Baudry, la parole est à vous. De la commission. C'est un plaisir d'être ici. Je vous remercie d'ailleurs de me donner la chance d'ouvrir et de présenter cette modification réglementaire du 17-055, plus communément connu sous le nom de règlement pour fin de parc. Donc, on le sait, dans nos communautés, dans nos quartiers, la présence d'espaces verts est vraiment très, très importante. Malheureusement, encore à Montréal, il y a une certaine iniquité et on travaille à lutter contre cette iniquité-là pour avoir le plus possible d'endroits et d'espaces complets qui nous permettent justement d'intégrer des espaces verts en ville. C'est ce qui nous permet de retenir les familles, c'est ce qui nous permet aussi de lutter et de s'adapter face aux changements climatiques, ne serait-ce que contre les îlots de chaleur, mais aussi la gestion des eaux de pluie. En ce sens, il faut vraiment qu'on s'assure que toute organisation, institution,
entreprises, développeurs puissent contribuer à sa juste valeur au développement justement de ces infrastructures vertes qui nous sommes si chers pour pouvoir réaliser ces quartiers complets. Mais on le sait, toute pratique évolue à la Ville de Montréal. Ce règlement est en cours depuis juin 2017 pour toute la Ville de Montréal et on a appris d'expérience, en fait, les arrondissements qui sont les yeux et les oreilles sur le terrain parce que c'est eux qui sont en relation avec les développeurs pour faire appliquer la réglementation pour fin de parc, nous ont emmené énormément d'intrants aussi pour pouvoir venir préciser et améliorer la réglementation. Donc, il ne faut pas voir ici la proposition qui vous est faite comme une refonte complète du règlement, mais bien de l'affiner, de venir le définir, de venir le préciser. Sur 4 points précis, là, on va préciser certaines définitions, certains thèmes. On veut aussi mieux définir la portée du règlement pour s'adapter au projet de loi 40 aussi pour les centres de services scolaires parce qu'il y a des nouvelles dispositions qui viennent toucher le règlement. On veut préciser des paramètres de calcul pour les projets qui sont mixtes. Quand il y a l'inclusion, par exemple, d'unités de logement social, comment on fait le calcul du règlement, comment il va s'appliquer pour justement s'assurer que les arrondissements aient en main tous les outils pour bien faire les calculs et que rapidement on puisse recevoir la contribution et finalement mieux définir les paramètres lors de projets de redéveloppement. Donc, notre équipe ici vous présentera ces modifications qui nous permettront, j'en suis sûr, plus de prévisibilité, plus de clarté, mais surtout plus d'efficacité dans l'application de ce dernier. Donc, je remercie les membres de la Commission de développement économique, urbain et de l'habitation de mener cette très importante consultation, mais également les citoyennes et citoyens qui y participent et qui enrichiront les échanges par leurs questions et commentaires. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Baudry, pour cette prise de parole. Nous allons maintenant passer à la présentation des modifications proposées au règlement relatif à la cession pour fin d'établissement, de maintien et d'amélioration de parcs, de terrains de jeu et de préservation d'espaces naturels sur le territoire de la Ville de Montréal. La Commission accueille 2 représentants du service de l'urbanisme et de la mobilité, Mme Caroline Lépine, qui est chef de division à la division de la planification urbaine, ainsi que M. Charles-Éden Godbout, conseiller en aménagement. Donc, Mme Lépine et M. Godbout, je vous invite à procéder avec votre présentation. Merci, M. le Président. Merci également, M. Baudry, pour cette introduction. Donc, c'est M. Godbout qui va faire la présentation, mais avant de le laisser débuter, je voulais seulement souligner 2 éléments. Donc, dans un premier temps, rappeler le contexte dans lequel se fait la modification. Elle a déjà été abordée par M. Baudry, mais encore, je souhaite le répéter. L'objectif est vraiment de venir régulariser certaines difficultés d'application. Donc, c'est l'objectif principal. Et deuxièmement, vous faire état que dans la présentation, oui, on va vous faire la présentation de l'ensemble des modifications, mais également, avant d'entrer dans ce corpus, on va aussi faire une mise en contexte sur le contexte du règlement et son cadre législatif pour que les gens puissent bien comprendre d'où vient le règlement et les corrections qui sont apportées. Donc, sur ce, je laisse la parole à mon collègue. Oui, donc merci Caroline, on m'entend bien. Donc, comme le mentionnait Caroline, voici la présentation, elle va se diviser comme suit. Je vais commencer par une mise en contexte du règlement sur les frais de parc, donc faire un petit topo sur ce que prévoit la loi sur l'aménagement et l'urbanisme pour que vous puissiez comprendre la base du mécanisme, quand on peut s'en servir, à quoi ça sert, etc. Et aussi une petite introduction sur le règlement 17055 pour bien comprendre là, les paramètres du règlement par rapport à ce qui est prévu dans la loi. Je vais par la suite aller avec les justifications de la modification, les articles qui sont modifiés et par la suite les prochaines étapes. Donc, ici, oui. Donc, en vertu des pouvoirs conférés par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, ici je vais parler de la LAU. La Ville de Montréal exige une contribution aux fins de parc, de terrains de jeu et de préservation des espaces naturels. Donc, c'est aux articles 117.1 à 117.16.1 que les pouvoirs sont conférés par la loi. C'est à noter que c'est un pouvoir qui est accordé à toutes les municipalités du Québec. Donc, toutes les municipalités ont un règlement sur les frais de parc qui est différent, qui sont propres et qui sont adaptés en fonction de leur contexte et de ce qui est prévu par la loi. Donc, pour nous, à la Ville de Montréal, on a un règlement qui s'applique à l'échelle de tous les arrondissements, c'est le 17055. Donc, selon la LAU, la contribution aux fins de parc peut être exigée seulement au moment d'une demande de lotissement ou de construction. Donc, ce sont les 2 seuls moments qu'on peut exiger une contribution à des fins de parc.
Et les terrains qui sont acquis ou les sommes qui sont versées ne peuvent être utilisées que pour établir, maintenir ou améliorer les parcs et terrains de jeu, pour préserver des espaces naturels ou pour acquérir ou financer des terrains pour des fins de centre de services scolaires. Donc, ce sont vraiment les seuls éléments qui peuvent être utilisés dans le cadre de la contribution. La contribution peut se traduire sous 3 formes, donc la cession gratuite d'un terrain à la ville, d'une contribution monétaire versée dans un fonds spécial de chaque arrondissement ou d'une combinaison des deux. Donc, il ne faut pas voir la contribution à des fins de parc comme une forme de taxe ou une compensation. Ça représente un peu plus comme un mode de redevance. Donc, les objectifs de la contribution aux fins de parc sont de répondre aux besoins des nouveaux quartiers, donc en offrant des nouveaux équipements, des nouveaux parcs, d'améliorer les parcs dans les quartiers existants ou en transformation pour en améliorer la qualité de l'offre, améliorer la qualité de vie des citoyens et citoyennes pour justement offrir des espaces de détente, de loisirs, des espaces verts, offrir des espaces, des équipements et des infrastructures accessibles et de qualité, protéger la biodiversité et aussi réduire les îlots de chaleur. Donc, un des éléments qui est important à comprendre, c'est que les municipalités disposent de ressources financières limitées. Donc, l'acquisition de terrain, l'aménagement des parcs ou l'acquisition d'espaces naturels, ça ne représente pas souvent des priorités budgétaires. Donc, c'est un outil efficace pour répondre aux besoins des citoyens et citoyennes sans avoir à financer elles-mêmes, les municipalités, ces infrastructures ou les équipements, puisqu'on peut prendre une partie qui est cédée par le promoteur ou l'équivalent en argent. La contribution exigée ne peut dépasser 10 % de la superficie de la valeur, la superficie ou de la valeur du terrain visé, sauf dans certaines circonstances. Les seules circonstances où ce qu'on peut dépasser le 10 %, c'est dans un cas où le terrain qui est visé ne permet pas adéquatement de répondre aux besoins de la population. Donc, dans un tel cas, l'arrondissement peut faire une entente avec le promoteur pour céder un terrain qui est à l'extérieur du site et qui convient davantage là, aux besoins de la population. Donc, les sommes versées dans le fonds spécial de chaque arrondissement ne peuvent être utilisées que pour acheter ou aménager des terrains pour en faire des parcs, des terrains de jeu ou des espaces naturels, entretenir des parcs et des terrains de jeu ainsi que leurs équipements et infrastructures, sauf les dépenses courantes de fonctionnement, donc tondre la pelouse ou arroser les plantes, ça ne fait pas partie de ce fonds. Construire des bâtiments dont la fonction est inhérente à l'utilisation au maintien d'un parc, d'un terrain de jeu ou d'un espace naturel, donc plusieurs équipements, plusieurs bâtiments qui peuvent être utilisés à des fins de parc, donc un chalet de parc, des terrains de jeu, une piscine, un patinoire, donc c'est tous des éléments qui peuvent être utilisés dans la contribution. On peut aussi acquérir des terrains pour protéger les milieux naturels, acheter des végétaux, donc des arbres, des plantes, du gazon, et les planter aussi sur la propriété municipale. Donc, c'est à noter que dans le cas de Montréal, dans un contexte qui est fortement urbanisé, il y a peu de terrains vacants, donc la majorité des contributions se fait sous forme d'argent. Donc, c'est ça qu'on retrouve le plus souvent à Montréal. Pour ce qui est du règlement 17055, je viens de faire une petite introduction pour la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Pour le règlement, il est en vigueur depuis le 19 juin 2017. Donc, depuis cette date, les exigences concernant la contribution aux fins de parc sont les mêmes dans tous les arrondissements. Donc, auparavant, il y avait un règlement pour chacun des arrondissements. Maintenant, c'est un seul pour l'ensemble des arrondissements. Et le règlement prévoit 3 situations où un requérant de permis devra effectuer une contribution aux fins de parc. Donc, c'est soit lors d'une opération cadastrale ayant pour effet de morceler un lot. Donc, dans le cas où on fait une subdivision, on fractionne le nombre de lots, on l'augmente. Donc, dans un tel cas, il y a une contribution. Lors d'une demande de permis de construction sur un lot issu de la rénovation cadastrale, donc ça, c'est dans le cas de la réforme cadastrale québécoise. Dans un tel cas, si un terrain a été distinct par cette réforme, il y a moyen d'aller chercher une contribution à ce niveau-là. Et la dernière façon de chercher des frais de parc, c'est lors des projets de redéveloppement, donc l'ajout ou la création de 3 logements ou plus. Donc, si on a un bâtiment d'un logement ou 2 logements, ce n'est pas visé. C'est lorsqu'on a un permis de transformation, d'agrandissement ou de construction qui génère plus de 3 logements. À ce moment-là, ça va être exigé.
Pour finir avec le règlement 17055, il y a plusieurs cas qui ne sont pas pris en compte dans la contribution. Il y en a plusieurs dans le règlement, mais ça, c'est les principaux qu'on retrouve dans l'application. Donc, comme je viens de le mentionner, les projets résidentiels qui créent ou ajoutent moins de 3 logements. Les projets institutionnels à des fins d'éducation, de santé, de services sociaux et de services de garde à l'enfance. Les projets de logements sociaux et communautaires. Les opérations cadastrales relatives à une copropriété divise et une opération cadastrale qui a pour but d'annuler, de corriger ou de remplacer des numéros de lot. Donc, il y a des petites actions mineures au niveau du lot, ce n'est pas visé, tant aussi longtemps qu'on n'augmente pas le nombre de lots ou on ne fait pas une subdivision. Donc, pour ce qui est des justifications de la modification du règlement, on en a déjà parlé auparavant, mais on va juste préciser c'est pourquoi qu'on modifie le règlement. Donc, depuis 2017, on a plusieurs coquilles d'application en arrondissement. On s'est rendu compte de plusieurs coquilles. Donc, c'est pour en faciliter la compréhension et l'application. Et la principale raison pourquoi on modifie le règlement, c'est pour régler de façon prioritaire des litiges relatifs à des projets en arrondissement. Donc, c'est vraiment la raison pourquoi on modifie le règlement. Ce n'est pas des modifications majeures, ça représente plus des ajustements qui sont mineurs et ce n'est pas non plus une refonte complète, comme on l'a mentionné au tout début du règlement. Une telle réflexion va avoir lieu éventuellement avec l'adoption du futur plan d'urbanisme et de la mobilité. Finalement, le règlement est modifié aussi pour prendre en compte les plus récentes modifications législatives, dont le projet de loi numéro 67. C'est pour prendre en compte les terrains qui bordent les plans d'eau. On peut avoir un accès public pour justement les plans d'eau. Et le projet de loi numéro 40 qui permet pour les centres de services scolaires d'utiliser les fonds ou acquérir des terrains pour en faire des centres de services scolaires. Donc, les modifications qu'on propose sont de préciser les définitions du règlement, donc notamment aux logements sociaux et la superficie de plancher d'un bâtiment, de préciser la portée du règlement pour prendre en compte les centres de services scolaires, préciser la partie d'immeuble qui doit être prise en compte dans le calcul de la valeur du site lorsqu'il s'agit d'un projet mixte, et préciser les paramètres d'application lors de demandes subséquentes relatives à un projet de redéveloppement. Donc, je vais vous en parler dans les prochaines minutes plus en détail. On arrive à la partie un peu plus technique, mais je vais essayer d'être le plus précis et concis possible pour que ce soit plus simple possible à comprendre. Donc, la première modification qu'on fait, c'est de remplacer le titre du règlement pour prendre en compte les centres de services scolaires. Au début, ce n'était pas possible, mais depuis le projet de loi 40 en 2020, on peut utiliser les fonds et les terrains à ces fins. Donc, on modifie le titre du règlement pour ça. On ajoute également une définition de chambre parce que c'est quelque chose qui revenait souvent en arrondissement. Il y a plusieurs pièces ou des espaces de petite superficie qu'on ne sait pas trop si c'est considéré comme une chambre, donc des boudoirs, des bureaux, des pièces doubles, etc. Donc, pour préciser qu'est-ce qu'on entend parler par une chambre dans le règlement, on vient prévoir la définition suivante. Donc, c'est essentiellement un espace fermé doté d'une fenêtre et constituant une pièce d'un logement qui ne doit pas faire partie d'une pièce combinée. Donc, essentiellement, c'est ce qu'on comprend pour la définition. On remplace également la définition de bâtiment de logements sociaux et communautaires. On vient se coller au règlement sur la métropole mixte, le 20041, pour faciliter l'application, assurer une cohérence et également inclure tous les cas et toutes les formes de logements sociaux et communautaires. Il est à noter que les logements familiaux, donc les logements de plus de 3 chambres à coucher, ne sont pas inclus dans la définition puisqu'il y a déjà une exemption dans le règlement. Donc, les logements familiaux, on n'en prend pas compte s'il y a une exemption. Et c'est à noter que les logements abordables, eux, par contre, ils sont visés par une contribution des fins de parc puisqu'ils représentent une forme de logement privé. Donc ça, c'était une petite distinction à prendre en compte par rapport à ce qu'on peut retrouver dans les logements sociaux et communautaires. Et comme je vous mentionne, la définition est la même que celle du règlement sur la métropole mixte. Essentiellement, c'est un logement admissible ou bénéficiant d'une subvention en vertu d'un programme municipal ou provincial. Essentiellement, c'est ce qu'on comprend pour un logement social et communautaire qui est intégré dedans.
On ajuste également la définition de site. Ça, c'est une petite omission du règlement actuel. Il y a 3 cas de figure dans le règlement qui nous permettent d'avoir des frais de parc, donc le morcellement de l'eau, les lots rénovés, également les projets de redéveloppement. Dans la définition actuelle, les lots rénovés ne sont pas inclus, donc c'est un petit ajustement pour inclure cette possibilité dans la définition. Donc, pas besoin de parler plus en détail pour cette définition. On ajoute la définition de superficie de plancher. Donc, ça, c'est un des éléments majeurs qui est arrivé souvent en arrondissement. C'est un des problèmes les plus récurrents. La façon qu'on calcule adéquatement la partie de l'immeuble qui est visée quand il y a une mixité d'usage. Et je vais vous en parler plus tard aux articles 6, 8 et 9, le lien entre la définition et ces articles-là. Donc, essentiellement, les parties d'immeuble dans un bâtiment mixte, il y en a plusieurs qui sont utilisées par plusieurs usages. Des escaliers, des halls d'entrée, des pièces communes, des terrasses extérieures, des terrasses sur la toiture, des pièces accessoires, des locaux techniques. Bref, il y a plusieurs espaces dans un bâtiment, surtout quand dans un bâtiment mixte, et ça devient difficile de savoir qu'est-ce qui est visé dans la contribution. Donc, c'est pour ça que la définition qu'on propose, c'est la somme de la superficie de chacun des planchers qui sont situés à l'intérieur du bâtiment, incluant un plancher en sous-sol et une mezzanine, mais en excluant la superficie d'un espace sur un toit dédié à une issue ou à des fins mécaniques de stationnement ou d'entreposage. Donc, on vient vraiment cadrer ce qu'on entend dans la contribution aux fins de parc, dans cette définition. Donc, ça vient faciliter, ça va venir, espérons-le, faciliter l'application du règlement. On ajuste le deuxième paragraphe de l'article 2. La formulation actuelle dans le règlement, il y avait une phrase à la toute fin qui nécessitait de faire des recherches historiques à chaque demande de permis pour valider s'il y avait des frais de parc qui étaient exigés. Mais la LAE ne prévoit pas cette exigence, donc c'était une étape supplémentaire et il y avait des interprétations à ce sujet-là, donc on vient simplement effacer la phrase qui nécessitait justement ces recherches historiques-là. Donc, essentiellement, c'est la modification qu'on en fait pour clarifier le tout. On ajuste le premier paragraphe de l'article 3 pour répondre justement à la modification législative du PL 40 en 2020 pour justement prendre en compte les centres de services scolaires. Donc, cet article, c'est une condition générale dans le règlement. C'est cet article-là qu'on vient modifier pour prendre en compte les centres de services scolaires ainsi que le titre du règlement. Donc, c'est vraiment avec ces deux articles, le titre et cet article-là, qu'on vient les prendre en compte et par la suite, les arrondissements peuvent déterminer qu'est-ce qu'ils font avec les frais de parc. Pour ce qui est de l'article 5, c'est la formule qu'on utilise dans les projets de redéveloppement. Donc, les projets de redéveloppement, comme je l'ai mentionné, c'est des projets de 3 logements et plus. Donc, une formule qui est dans le règlement actuel pour venir établir quelle est la valeur du site. Donc, c'est un calcul qui est proportionnel au nombre de logements par rapport à l'entièreté du site. Donc, présentement, les arrondissements nous ont mentionné qu'il y avait des problèmes pour appliquer la formule et que ça pouvait fausser le résultat. Donc, on vient ajouter seulement les mots créés à certains endroits dans la formule pour en faciliter l'application. Et également, on a les mots communautaires. Bien, on a le mot communautaire dans cette formulation et également à d'autres endroits dans le règlement. On vient effacer les mots communautaires puisque la définition qu'on propose de logements sociaux inclut les logements communautaires. Donc, ça devient redondant. Bon, par souci de cohérence, on a décidé d'enlever les références aux mots communautaires dans cette formule et ailleurs dans le règlement. On arrive aux articles 6, 8 et 9. Donc, comme je parlais tantôt avec la superficie de plancher, c'est le nerf de la guerre, si je pourrais dire, dans le règlement actuel. Dans une situation de mixité d'usage, donc on peut retrouver des usages résidentiels, institutionnels, commerciaux et dans des bâtiments de plusieurs étages, ça devient assez difficile de trouver c'est quoi la valeur du site. Donc, ce qu'on propose de faire en lien avec la définition qu'on intègre, c'est d'ajuster les articles pour introduire la notion de proportion et aussi préciser quelles sont les parties qui sont visées à l'intérieur d'un bâtiment. Parce que présentement, dans le règlement,
il prévoit qu'on doit calculer les espaces qui sont dédiés strictement au logement. Mais par contre, ça devient assez difficile de déterminer qu'est-ce qui est un espace strictement dédié à un logement, surtout dans un contexte de mixité. Donc, il peut y avoir des bureaux partagés. On utilise les mêmes halls d'entrée, les corridors. Donc, il y a plusieurs espaces communs ou qui sont utilisés à plus d'une fin. Donc, ça devient assez difficile de justement déterminer quelle est la bonne proportion ou quelle est la bonne partie de l'immeuble qui doit être visée pour la contribution des fins de parc. Donc, ça, c'est d'une part la notion de la proportion. Et également pour ce qui est de les parties à l'intérieur de l'immeuble, présentement, le règlement n'est pas précis à ce sujet. Donc, on avait des cas, justement, qu'on prenait des parties à l'extérieur du bâtiment, mais ce n'était pas ce qui est visé par le sens du règlement. Donc, on vient préciser, justement, la notion à l'intérieur du bâtiment par l'article qui suit. Essentiellement, je ne vais pas toutes les lire, les 3, le 6, 8 et 9, parce qu'ils sont essentiellement identiques. La seule chose qui change, c'est qu'à l'article 6, c'est concernant les logements résidentiels. Donc, tout ce qui est les usages résidentiels pour déterminer ce qui est visé par ces espaces. L'article 8, c'est concernant les logements sociaux et communautaires. Et l'article 9, ce sont les usages institutionnels. Donc, c'est la même logique qui s'applique d'un article à l'autre. La formulation est sensiblement pareille. Donc, c'est la valeur du site établi doit être ajustée afin d'équivaloir proportionnellement à la superficie de plancher occupée dans le bâtiment par les logements et les espaces communs dédiés, de façon exclusive ou non, par rapport à la superficie totale de plancher. Donc, on vient établir un prorata de la superficie de plancher qui sont liés soit au logement, aux logements sociaux ou aux usages institutionnels pour justement prendre en compte tous les espaces qui peuvent être utilisés par ces trois usages-là. Donc, moindrement qu'il y a un espace qui peut être utilisé par du résidentiel, on en prend en compte. Et c'est la même chose pour l'article 8 et 9 pour les logements sociaux et aussi les usages institutionnels. Mais c'est à noter qu'on ne prend pas en compte, par contre, les locaux techniques, les espaces d'entreposage et les espaces de stationnement pour avoir un lien avec la superficie de plancher qu'on a déterminée auparavant. Donc, je vais passer l'article 8, qui est essentiellement la même formulation, mais pour les logements sociaux, et l'article 9 pour les usages institutionnels, donc les centres hospitaliers, les centres de réadaptation, les garderies, etc. Et j'arrive à la dernière modification, c'est à l'article 11. C'est également un des enjeux qu'on retrouve présentement dans le règlement. C'est la prise en compte des contributions antérieures lors de demandes subséquentes de redéveloppement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est justement, dans un contexte comme Montréal, on a plusieurs projets de redéveloppement, donc on ajoute 3 logements et plus. Mais par contre, ça arrive qu'on a des projets de redéveloppement dans la même année ou dans un laps de temps très rapproché, donc dans 2, 3, 4 mois. Et à ce moment-là, il faut prendre en compte toutes les sommes qui ont été versées auparavant par les propriétaires. Donc, il y a des contributions antérieures qu'il faut calculer justement et offrir un crédit à ce moment-là. Et présentement, le règlement n'est pas très clair à ce sujet-là et il ne permet pas de déterminer la valeur exacte du site lorsqu'il y a plusieurs demandes successives. Il n'établit pas un seuil maximal des versements antérieurs pour les projets de redéveloppement, donc la loi prévoit 10 %. Présentement, le règlement n'est pas clair à ce sujet-là. Et aussi de prendre en compte les nouvelles dispositions du projet de loi numéro 67 pour les terrains qui permettent un accès public à un plan d'eau. Donc, on propose justement d'intégrer une exemption des contributions antérieures lors des demandes subséquentes de redéveloppement, parce que déjà, le règlement il prévoit une forme de calcul proportionnel du nombre de logements. Donc, dans ce cas-ci, ça amenait des valeurs erronées dans le calcul. Et aussi, on reformule le libellé en fonction des 3 éléments que j'ai mentionnés plus haut. Donc, l'article en tant que tel, il est quand même assez long, mais je vais juste m'attarder aux principaux éléments qu'on voit en bleu. Donc, le premier cas, en haut, on enlève les projets de redéveloppement, justement parce que le règlement actuellement prévoit déjà le calcul proportionnel, donc ça amenait des valeurs erronées.
Au deuxième paragraphe, on vient préciser qu'est-ce qu'on entend par la somme compensatoire. Essentiellement, c'est ça qu'on propose pour ce paragraphe-ci. Tout en haut, on a le cadre, dans le cadre d'une demande qui est visée par un projet de règlement, c'est à ce moment-là qu'on vient préciser le seuil maximum de contribution à des fins de parc. Donc, le 10 on vient l'identifier à cet endroit-là pour les demandes de redéveloppement. Et en terminant, les deux derniers points, c'est concernant justement la prise en compte des terrains qui sont en bordure d'un plan d'eau et qui peuvent servir d'un terrain, d'un accès public à l'eau. Donc, pour résumer, je sais que c'est quand même assez technique, tous ces éléments. Bien, pour résumer, essentiellement, on apporte des modifications aux définitions, donc les logements sociaux, et on en ajoute quelques-unes, les chambres et également les superficies de plancher d'un bâtiment. On précise la portée du règlement pour les centres de services scolaires, donc dans le titre du règlement et également dans une condition générale. On précise les parties de l'immeuble qui sont visées dans un projet mixte, donc la notion de proportion, et également tous les usages qui sont prévus là, aux articles 6, 8 et 9, donc résidentiels, logements sociaux et les usages institutionnels. Et aussi, on précise les paramètres d'application lors des demandes subséquentes relatives à un projet de redéveloppement, donc ce que je viens de parler à l'article 11. Pour ce qui est des prochaines étapes, c'est le procès verbal de la commission. On va ajuster le projet de règlement s'il y a lieu. Il va y avoir le dépôt du règlement au comité exécutif, par la suite l'adoption du règlement par le conseil municipal et il va s'ensuivre du processus d'entrée en vigueur du règlement. Et pour nous, notre service, moi et Caroline, on a d'autres actions qui vont être prévues par la suite. On va ajuster les outils complémentaires, donc par exemple le site Internet ou le guide d'application pour vraiment bien identifier les modifications et faciliter l'application du règlement. Donc voilà pour ce qui est de la présentation. Merci beaucoup, Mme Lépine et M. Godbout, pour la présentation. Nous allons maintenant prendre une pause de quelques minutes. Nous allons reprendre l'Assemblée à 14h15. Merci.
On va se préparer à reprendre dans 5, 4, 3, 2, 1. Rebonjour tout le monde. On reprend donc notre session de l'Assemblée aujourd'hui du 21 septembre 2022. Je tiens tout d'abord à souligner la présence de M. François Limoges, membre de la commission, qui s'est joint à nous. Nous allons maintenant procéder à la période de questions et de commentaires du public. Je vais d'abord inviter M. Jean Duval à poser sa question. Donc, vous pouvez justement ouvrir votre micro. Parfait. Oui, bonjour à la commission. Alors, ce que je dis, c'est Commission sur le développement économique et urbain et l'habitation. Pour moi, c'était très technique ce que j'ai entendu tantôt. Je ne suis pas un fonctionnaire municipal spécialisé dans l'urbanisme. Je suis un citoyen qui a à cœur ce qui se passe à Montréal, puis je pense que j'ai raison d'être ici parce qu'on parle de parc. Et moi, ce que j'entends depuis tantôt, c'est les frais de parc, tout ce qui a trait à ce que les arrondissements ont besoin. Bref, il y a des règlements 17055 qui s'appliquent à tout le monde, à tous les arrondissements. Mais je suis venu ici, peut-être, quand même me demander si je suis à la bonne place. Puis vous allez comprendre le pourquoi que je me suis déplacé. C'est que moi, quand je pense à des frais de parc, je pense au développement qu'on fait dans les parcs pour chaque arrondissement. La Ville de Montréal, elle doit avoir des grandes lignes là, pour le développement, pour l'ensemble des arrondissements également. Mais par contre, moi, ce qui m'intéresse, étant donné aussi qu'il y a une représentante d'arrondissement de la Chine ici, qu'on a présenté tantôt, moi, ce qui m'intéresse, ce qui m'interpelle, là, c'est ce qui se passe à la marina à la Chine. Il y a un parc adjacent à ça, et puis on a mis à la porte 450 citoyens qui étaient installés dans une marina depuis bon nombre d'années. C'est une marina qui est une des plus vieilles à Montréal. Et puis, on a maladroitement mis à la porte ces gens-là. On leur a dit que, pas juste pour ceux qui avaient des voiliers, mais ceux qui avaient des moteurs, on leur a dit qu'ils dérangeaient. Et puis, on sait que la notion parc s'applique à tout le monde. Tout le monde a besoin d'un parc pour se reposer dans la vie. Mais les parcs, ça peut être aussi un parc aquatique. Ça peut être un parc qui est adjacent à ceux qui font du vélo, à ceux qui font des pique-niques, à ceux qui font des randonnées pédestres. Moi, ce qui se passe à la Chine, j'aimerais ça qu'on en discute un petit peu. Je pense que dans mon temps, moi, il est limité à 10 minutes, je crois. Je vais aller traiter des autres sujets tout de suite, mais quitte à revenir après. Le deuxième point que j'aimerais qu'on discute, c'est les parcs qui sont voués à manifester. À Montréal, il n'y en a pas. À Montréal, si on manifeste, on se fait arrêter, puis on peut être accusé au criminel parce qu'on a manifesté dans un parc. C'est assez scandaleux. D'autant plus qu'on sait que dans le monde, moi, je me suis promené à Londres, je me suis promené à bien des places dans le monde, puis il y a des endroits où on appelle des endroits dédiés aux preachers, des gens qui ont de quoi à dire. Ils montent sur un piédestal, puis ils font leur speech. Là. Il y a des philosophes, il y a des artistes, il y a des gens qui manifestent. Et puis, il y a un attroupement qui est autour d'eux, qui se fait naturellement. Puis, c'est pas rien de scandaleux, mais on dirait qu'on est frileux à l'idée de... Je prends en référence le parc Émilie-Gamelin à Montréal, là, à BD-UQAM. C'est une place que... C'est le départ de toute manifestation qui se respecte à Montréal, là, quasiment. Là. On en a fait un bel endroit où est-ce que les gens s'amusent aussi. Mais si tu manifestes là, à cet endroit-là, ben, tu te fais arrêter, puis tu te fais mettre en prison pratiquement, là, parce que c'est criminel. Scandaleux de ne pas avoir une place au 21e siècle pour faire part de ses idées, dire ce avec quoi tu n'es pas d'accord, avoir un stage,
Ça se fait ailleurs dans le monde, puis on devrait être capable. On aime ça imiter les belles affaires qui se passent à, je sais pas, au Danemark, à Copenhague, les vélos. Prenez donc ça en passant. Là, ça serait pas une mauvaise idée. Le parc Émilie-Gamelin, c'est un endroit qu'on pourrait utiliser pour faire ça. Il y a d'autres parcs également. Excusez-moi, Monsieur Duval. Excusez-moi. Oui, le but de la rencontre étant bien sûr de poser des questions, soit aux membres de la commission, aux membres ici présents par rapport à la modification réglementaire. Donc, je vous demanderai peut-être là, de poser votre question précise sur le sujet, s'il vous plaît. C'est un commentaire que je fais. C'est marqué la période des questions et commentaires du public. Alors, c'est pas une question précise sur le règlement, mais je émane des idées, les commentaires du public, parce que je m'aperçois qu'on fait rien pour ce que les citoyens ont besoin. Je comprends, alors, vous avez tout à fait raison. C'est répondre aux besoins des clients, là. C'est ce que je viens faire ici. Je vous demande de penser à ça, parce que ici, moi, quand même, je dirais, je suis d'accord, pas d'accord. On fera rien. Hein. Mais je veux parler du parc, qui est des endroits qui seraient dédiés pour les itinérants à Montréal. On parle de louer des sommes, on parle de projections. On a fait les itinérants ont mis des tentes un peu partout, là, puis c'est peut-être pas l'idéal, mais il y a peut-être ici, la Chine, la salle, il y a un parc là, où est-ce qu'il y a une plage, je me souviens plus l'endroit exactement, c'est à Montréal, dans l'ouest. Tout le monde va là, les enfants vont là, ils s'amusent sur une place. L'endroit m'échappe, là. Mais c'est à proximité d'un métro. Il y a un stationnement immense. On pourrait faciliter les itinérants et leur permettre d'être supervisés là, au niveau hygiène et au niveau de ce qu'ils ont besoin de base. On pourrait faire de quoi pour eux? Les gens sont dans la rue actuellement. Il y a 3300 qui ont été répertoriés là, au dernier décompte, mais moi, je vous dirais qu'il y en a 10 000. Moi, là, la personne qui est devant vous, là... Monsieur Duval, je pense que vous parlez peut-être de la plage de Verdun, parce que c'est près d'un métro, il y a un stationnement à côté qui sert aussi à l'hôpital. Je vous invite à communiquer avec moi. Comme le dit M. Hainaut-Rattel, on est ici en l'instance pour étudier les frais de parc, mais comme conseillère d'arrondissement de Verdun, je serais très intéressée de discuter l'itinérance. C'est quelque chose qu'on tient à cœur avec la cohabitation. Alors, on peut s'écrire. Ouais, je vais me faire un petit peu indirectement, ou directement plutôt, comme je suis seul avec... on est deux aujourd'hui plutôt. Porte-parole peut-être pour l'itinérance à Montréal. 3300, le dernier décompte, moi je vous dis, là, des gens en habit-cravate, il y en a qui sont itinérants. Je vous parle, là, moi j'en suis devenu un itinérant à Montréal. Là. J'ai pas de toit sur la tête, là. Puis j'ai un chien, c'est la seule affaire qui me reste dans la vie. Moi je suis un Montréalais de naissance, 65 ans. Puis je suis tanné de voir que les affaires qui sont un peu tout croche, là, où les gens ont peine à prendre des décisions. Là. Et l'itinérance, on pourrait, là, vous savez, l'hôtel de ville ici, là, l'hôtel de ville qu'on est en train de rénover, coûte 200 millions de dollars. Je pense qu'en temps de crise là, du logement, là, puis les gens qui sont dans la rue, là, c'est un petit peu gênant pour des élus, là. De dire qu'on attend l'argent du provincial. Là. Moi, je trouve ça gênant. Avec 200 millions, là, on doit faire à peu près une vingtaine de blocs appartements. Merci, M. Duval. Je vous remercie pour vos commentaires que vous êtes venu faire devant la commission. Vous m'avez coupé la parole, M. le Président. Là. Je voulais juste conclure là, avec 30 secondes. Là. Vous pouvez conclure en 30 secondes. Oui, merci. Par rapport à l'itinérance, l'hiver arrive, là. Puis Montréal a beaucoup d'argent. Québec a beaucoup d'argent aussi. Il suffirait de quelqu'un qui a du courage à l'urbanisme là, pour dire voici ce qu'on pourrait faire. C'est pas une idée de jeter en l'air. Là. Voici ce qu'on pourrait faire. D'ailleurs, je vais communiquer avec vous, madame. Ça, c'est sûr, à Verdun. Mais il faut que l'argent puisse servir aux êtres humains. On protège mieux les chats et les chiens à Montréal
qu'on protège les citoyens qui sont itinérants. Ça, là, je l'ai constaté. Ça fait 6 mois que je suis itinérant, là, officiellement. Et puis, je me suis promené, j'ai fréquenté quelques accueils à Montréal. Et je vous jure là, que vous ne seriez pas capable de faire 2 jours. Alors, quand on a de l'argent, là, on s'occupe plus des êtres humains qu'on s'occupe des chats et des chiens, s'il vous plaît. J'ai terminé. Merci, M. Duval, pour votre intervention. Comme ma collègue, Mme Monroe, l'a dit, vous pourrez faire des suivis ensemble ou même les autres membres de la commission, là, puisque vous avez abordé plusieurs sujets. Ils pourront également faire des suivis avec vous. J'inviterai maintenant M. Daniel Vanier à poser sa question. Bonjour tout le monde. Merci pour la commission. Donc, ma question, moi, je suis relativement nouveau dans le dossier, donc j'apprends des choses sur le tas aujourd'hui au niveau de la contribution qui est faite par ce règlement-là pour assumer des frais pour soit l'entretien des parcs ou pour des fois de nouveaux aménagements dans certains parcs et tout ça. Ma question, c'est du concret, sur le terrain. Au niveau de chaque arrondissement, il y a un fonds spécial qui est dédié à cela pour les parcs. J'aimerais savoir si le service d'urbanisme, pour le compte de la commission permanente, a l'intention de faire une évaluation de ce règlement-là, c'est-à-dire de regarder, peut-être depuis 2019, voir combien d'argent a été ramassé dans tous les arrondissements de Montréal, de voir pour chaque arrondissement. Par la suite, de voir aussi s'il y a des sommes qui ont été dépensées, oui ou non, et à quelle fin un peu. De voir ça, de voir un peu l'impact concret de ce règlement-là en termes de travail à faire pour les parcs à Montréal. Les parcs ont besoin, relativement besoin, certains parcs, des fois, d'entretien et tout ça, et des fois, les sommes ne sont pas disponible. Alors, c'est un nouveau moyen, c'est une nouvelle manière d'aller chercher des fonds. C'est intéressant, mais c'est de voir, ça serait bon d'avoir une analyse faite par le service d'urbanisme, de voir pour la commission de développement s'il n'y aurait pas lieu d'avoir d'autres améliorations ou peut-être d'autres éléments ajoutés comme contribution qui pourraient être faites. Prends un cas peut-être dans le Char et Maisonneuve, peut-être mon cas est pas correct, là, mais on a le redéveloppement du 4500 rue Hochelaga. Et là, le promoteur de ce projet-là, Rachel Julien, ils ont décidé de faire une cession de terrain, eux autres, de 10% du terrain qu'ils vont aménager. Là, c'est pas encore fait parce que c'est entre les mains de l'Office de consultation publique de Montréal. On attend le rapport. Mais si le projet a lieu, il y aurait 10% de ce terrain-là qui serait dédié à un parc linéaire, qui va être juste apposé au centre de service à une nouvelle école secondaire dans le secteur, qui, souhaitons, vont faire un parc linéaire. Ça fait un parc un peu plus large à cet endroit-là. C'est un souhait que j'avais fait dans un mémoire que j'ai présenté à l'OCPM, entre autres, un des souhaits que j'ai fait. Donc, c'est ça, c'est de suggérer peut-être de commencer à évaluer peut-être se garder 1 an ou 2 encore pour l'application de ça, vu les modifications qui ont été faites, puis à ce moment-là, le service d'urbanisme ou un des services de la ville de développement économique pourrait regarder ça plus en profondeur à ce moment-là pour votre commission. Merci, M. Vanier, pour votre intervention. Vous savez, le processus de modification réglementaire est un processus constant qu'on fait, nous, en tant qu'élus, et c'est d'ailleurs un des rôles de la commission de justement travailler en ce sens. Je ne sais pas si un des membres du service de l'urbanisme voudrait donner un complément d'information. C'est sûr que sur le cas précis que vous avez soulevé, on ne pourra pas rentrer en détail aujourd'hui par rapport à ça, mais par rapport aux modifications réglementaires ou au bilan, peut-être qu'on aurait une réponse de la part du service. Merci. Merci pour la question. Effectivement, ce qui est important de comprendre, c'est que le règlement est adopté par le conseil municipal et que les arrondissements en font l'application. Ils en font non seulement l'application, mais les contributions sont aussi au niveau de l'arrondissement. Donc, ils sont maintenus au niveau de l'arrondissement et les choix qui sont faits de comment dépenser
les montants qui sont prévus au fonds spécial relèvent effectivement entièrement des arrondissements. On n'a pas pour la modification qui vous a été présentée aujourd'hui de relever de comment l'argent a été redistribué à travers les projets. C'est certain que c'est un mandat qui présente plusieurs défis, notamment le fonds est utilisé, mais il peut y avoir aussi d'autres budgets en arrondissement qui sont utilisés pour bonifier. Donc, ça serait un certain défi, mais ce n'est pas irréalisable là, dans le futur. Parfait, merci beaucoup. Nous allons maintenant passer à la période de questions-commentaires reçus en ligne. Malheureusement, il n'y a pas eu de questions qui a été posée. On va donc pouvoir passer directement au point suivant des membres de la commission, donc la période de questions et de commentaires. J'invite donc mes collègues commissaires qui souhaitent prendre la parole sur la modification réglementaire qui est proposée aujourd'hui à poser leurs questions à Mme Lépine et à M. Godbout. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Oui, Mme Monroe, allez-y. Simplement une demande de précision au niveau de la modification de l'article 11. On comprend qu'il appartient au propriétaire de démontrer qu'une superficie de terrain a déjà fait l'objet d'une cession ou d'un versement d'une somme. Mais je me posais la question parce qu'on sait que nos ressources passent beaucoup de temps à faire l'étude. Est-ce qu'il y a tout de même des certaines balises ou certains mécanismes qui empêchent quelqu'un de faire, je dirais, des redéveloppements subséquents de manière abusive? Est-ce qu'il y a quelque chose qui limite là, ce phénomène, ou est-ce que ce phénomène-là ne serait pas une problématique? Avec l'expérience qu'on a, puis c'est certain qu'on n'a pas connaissance de tous les projets, mais ça ne fait pas partie des problématiques là, majeures qui nous ont été identifiées. Est-ce que ça pourrait devenir une tactique? Oui, mais ça demeure, la contribution demeure toujours recalculée dès qu'on ajoute 3 logements. Là. Donc, il y a quand même des mécanismes indirects dans le règlement qui viennent limiter les possibilités, mais ça ne fait pas partie des cas qui ont été portés à notre attention au moment où on est venu proposer des modifications et des bonifications au règlement. Merci beaucoup. Donc, je comprends que la balance des inconvénients et des avantages, elle penche dans le positif, puis que, somme toute, je pense que c'est bien qu'on ait cet ajustement-là pour pouvoir considérer là, les demandes qui ont été faites auparavant. Merci pour la précision. Merci, Mme Monroe, pour votre question et pour la réponse. Est-ce que d'autres commissaires souhaitent prendre la parole? Oui, Mme Gentile. Oui, bonjour. Alors, juste une précision, Mme Caroline et Charlie-Din. Quand on a parlé de calcul de la superficie, puis on prend en compte l'entreposage, on parle vraiment entreposage dans le garage, on parle pas comme parce que des fois, il y a des immenses garde-robes et tout ça. Juste préciser et après, j'ai un commentaire. Oui, allez-y. Donc, effectivement, le mot entreposage réfère à des espaces d'entreposage, non pas les garde-robes dans les logements. Donc, c'est vraiment les espaces d'entreposage, je veux dire, communs à l'édifice. OK. Ce qu'on voit dans les garages c'est ça. OK. Par exemple. L'autre point que je voulais amener, merci beaucoup le monsieur ici qui a posé la question, là, monsieur Daniel Vanni, justement à Saint-Léonard, je vais faire cette analyse-là. Je suis présidente de division d'urbanisme, là, justement, vous m'avez donné une très bonne idée, puis on va le faire. On est ici pour vivre en harmonie, puis s'assurer que, comme vous dites, là, que les fonds sont bien utilisés. Merci. Merci, Mme Gentile, pour votre intervention. Est-ce qu'un autre commissaire souhaiterait prendre la parole? Oui, Mme Flannery. Oui, justement, vous pouvez m'expliquer, s'il te plaît, une précision. Je regarde, vous faites un ajustement pour prendre en compte les nouvelles dispositions du projet de loi numéro 67, 3e alinéa de l'article 117.3 de la loi concernant les terrains ayant un accès public à un lac ou à un cours d'eau. C'est quel ajustement, quelle modification que vous faites pour adresser ça? Je n'ai pas trop compris cette partie-là. Merci. Je vais débuter, puis M. Godbout pourra peut-être compléter la réponse. Donc, c'est une nouvelle disposition législative qui a été intégrée au cours des dernières années pour, de manière à venir, bonifier les accès aux cours d'eau. On peut maintenant ajouter cette notion-là au règlement. Donc, il peut y avoir une contribution qui est faite. On peut exiger
que le terrain à céder vise à donner accès à un cours d'eau. C'est vraiment ça qu'on fait juste prendre en compte cette possibilité-là dans le règlement. Il n'y a pas différentes façons de l'appliquer ou quoi que ce soit, on fait juste l'intégrer dans le règlement parce que c'est une nouvelle possibilité. C'est vraiment ça qu'on fait dans le cadre du règlement. Pouvez-vous me donner comme un exemple, hypothetical example? Oui, donc par exemple, un propriétaire qui souhaiterait céder un terrain, on pourrait lui obliger que ce soit une partie qui vient donner accès à un plan d'eau. Donc un terrain, par exemple, qui serait entre une voie publique et un plan d'eau. Dans les négociations avec le propriétaire, on pourrait venir s'assurer que la portion de terrain qui est cédée permet un lien entre la voie publique et le plan d'eau. Merci pour votre question et la réponse. Est-ce qu'un autre commissaire souhaite prendre la parole? Non, parfait. Bien, je vais y aller d'une question de ma part dans ce cas-là. À la page 13 de votre présentation concernant l'article 1 dans la définition du logement social, je constate que les logements qui sont considérés sont les logements qui sont admissibles et qui bénéficient d'une subvention en vertu d'un programme soit municipal ou provincial. J'ai bien compris que vous vous êtes fié à la définition là, du règlement pour une métropole mixte. Je constate toutefois que le niveau fédéral n'y est pas et on sait que le gouvernement du Canada prend un rôle de plus en plus actif dans tout ce qui est justement la mise en place de programmes, que ce soit pour du logement abordable, communautaire ou social. Donc pourquoi est-ce que cet élément-là n'est pas ajouté maintenant et que le règlement pour une métropole mixte pourrait être modifié lui aussi par la suite, plutôt que d'attendre une modification potentielle de ce règlement-là et revenir remodifier le règlement qu'on est en train de modifier aujourd'hui? Oui, en fait, c'est quand on a fait quand on a proposé les modifications au règlement, c'était une nouveauté. Donc, le règlement de métropole mixte est déjà adopté. Par la suite, on voyait que c'était une bonne définition, que ça pourrait assurer une certaine cohérence d'application dans le règlement des frais de parc. Mais par contre, c'était une nouveauté des programmes de subvention fédérales. Donc, c'est pas quelque chose qui était prévu ni par nos collègues de l'habitation. Donc, c'est pour ça que au moment qu'on a fait la modification, on avait pris ce qui était déjà dans le règlement, mais on n'avait pas eu cette information-là. C'était quelque chose qui était tout nouveau. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'il va falloir se pencher éventuellement avec nos collègues d'habitation également pour modifier aussi le règlement sur la métropole mixte parce que c'est une nouveauté, c'est des nouveaux programmes et c'est une part d'inconnu pour l'instant. On n'est pas certain de la portée de ces programmes-là. Est-ce que ça va durer dans le temps? Quelles sont les formes de programmes? Donc, c'est pour ça qu'au moment de la modification, on n'avait pas cette information et on a décidé d'y aller avec ce qui est prévu déjà au règlement sur métropole mixte. Merci pour la réponse. Si je me permets un petit commentaire sur la situation, là, de ce que je vois ici, les programmes ne sont pas nécessairement nommés non plus dans le cadre des programmes municipaux ou provinciaux. C'est vraiment juste formulé sur la base de programmes municipaux ou fédéral, donc ou provincial. Donc, selon moi, même si les programmes fédéraux pourraient changer ou quoi que ce soit, ce serait sûrement possible de rajouter en vertu d'un programme municipal, provincial ou fédéral, malgré les modifications, ce qui permettrait d'éviter de faire des va-et-vient là, dans les modifications réglementaires avec les définitions qui sont reconnues. Puis je pense que ça permettrait quand même de faire modifier ce règlement-là et par la suite l'autre d'une métropole mixte. Là. Donc, bref, petit commentaire comme ça, là, que je pense que ça serait optimal d'aller de l'avant avec cette modification-là. Je vais réitérer ma proposition envers les autres commissaires. Est-ce qu'il y a une question de dernière minute? Je n'en vois pas. Donc, nous en sommes donc à la fin de notre assemblée. L'ordre du jour étant maintenant épuisé, il va être l'heure de lever la séance d'aujourd'hui. Je tiens à remercier encore une fois M. Baudry qui a été présent avec nous, Mme Lépine, M. Godbout pour la présentation, Mme Harvey et tout le personnel de soutien qui ont été présents aujourd'hui pour nous appuyer dans cette séance et évidemment tous les membres commissaires ici présents avec moi qui ont permis de mener à bien cette consultation et évidemment les membres, le public, les membres qui sont venus faire des interventions pertinentes sur le sujet aujourd'hui à l'heure du jour. Donc un grand merci à tous.
Le procès-verbal de la présente Assemblée va être accessible sur le site des commissions permanentes à la page consacrée à cette Assemblée publique. Il est maintenant 14h41 et je déclare la séance levée et je vous souhaite à tous et à toutes un très bon après-midi. Merci.